Alors ce dont je vais vous parler, c'est un chapitre qu'on pourrait dire oublié de l'histoire de l'immigration en Belgique. C'est une immigration intérieure et donc c'est la raison pour laquelle elle est oubliée. On ne considère pas aujourd'hui que les nombreux Flamands et Wallons qui sont arrivés à Bruxelles ont été des immigrés. Or, ce sont bien des immigrés dans le sens où il y a une différence culturelle, linguistique très importante, par exemple, entre l'élite bruxelloise telle qu'elle existe à l'époque, qui est une élite essentiellement qui parle français, et tous ces gens qui arrivent des campagnes de Wallonie, de Flandre, essentiellement des campagnes environnantes autour de Bruxelles, ces gens qui ne parlent pas le français. Ils ne parlent pas en tous les cas le bon français. Ils parlent des Wallons, ils parlent des dialectes flamands, et donc il peut y avoir une différence culturelle entre ces nouveaux arrivants et les habitants bruxellois, on va dire d'origine, entre guillemets, si ça existe, qui est aussi grande que celle qu'on a pu rencontrer plus tard dans les vagues d'immigration à la fin du XXe siècle. Et c'est une perspective que très souvent on n'a pas. On s'imagine que le Belge est un Belge. En réalité, la Belgique existe à peine à ce moment-là. L'unification linguistique et culturelle n'est pas réalisée. Il n'y a pas de standardisation de la langue et donc les différences culturelles, d'autant plus que, bien entendu, tous ces gens qui arrivent sur le territoire bruxellois, ces paysans, eh bien, ils vont travailler dans l'industrie, ils vont former les classes basses de la société bruxelloise. Et donc, évidemment, la question n'est pas essentiellement une question culturelle, c'est d'abord une question sociale. Ce sont eux qui vont constituer les travailleurs de Bruxelles, exactement comme les immigrés de l'après-Seconde Guerre mondiale ou de la fin du XXe siècle. Donc, il est tout à fait correct de considérer cette grande vague d'immigration, le terme vague n'est peut-être pas exact, mais enfin cette grande phase de l'immigration comme la première vague d'immigration qui existe à Bruxelles. Alors, rappelons-nous que entre 1820 et 1830, Bruxelles, ce qu'on peut appeler le Bruxelles morphologique, c'est-à-dire l'ensemble des communes qui constituent la ville morphologique de Bruxelles, Saint-Josse, Bruxelles, etc., c'est à peu près 100 000 habitants au moment de l'indépendance. Au début du XXe siècle, on est à 800 000 habitants. Ce n'est pas la croissance naturelle qui a permis de faire x8 en 80 ans. Ce sont bien une immigration qu'on appelle habituellement l'exode rural, mais c'est bien une immigration pour les raisons que je vous ai exposées, à savoir que ce sont des gens qui viennent pour trouver du travail. Ce sont des gens qui travaillent dans l'industrie, les services de base, etc., etc., donc qui vont remplir les fonctions les plus basses et les moins bien rémunérées au sein de Bruxelles. Et ils représentent une arrivée très importante et pendant une très longue période. Si bien que, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, la majorité des gens qui habitent Bruxelles ne sont pas nés à Bruxelles. C'est beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, d'une certaine façon. Donc, il s'agit là d'une première de 3 grandes vagues d'immigration, pourrait-on dire, sur Bruxelles. La première, elle a concerné des ruraux flamands et wallons qui viennent à Bruxelles pour trouver un travail au moment où il y a un développement économique absolument extraordinaire de la ville. La seconde vague d'immigration, c'est celle qui a lieu après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, 70 en particulier, qui concerne essentiellement le bassin méditerranéen. La troisième vague d'immigration, après le ralentissement des années 80, c'est celle qui commence à la fin du XXe siècle et qui est beaucoup plus diversifiée quant à ses origines. Alors, quels sont les enjeux liés à cette immigration qui a fait Bruxelles, puisque la majorité finalement des habitants de Bruxelles sont issus de cette première vague d'immigration et puis des vagues d'immigration bien sûr suivantes. D'abord,
bien entendu, où vont résider ces ruraux flamands ou wallons, enfin probablement qu'ils étaient plus flamands que wallons, en tous les cas quand ils remplissaient, on va dire, les emplois les plus faibles, eh bien, ils vont aller densifier les quartiers les plus pauvres. Hein, c'est un élément tout à fait essentiel. Ils vont s'installer le long du canal, dans la partie ouest du Pentagone, dans les ruelles densifiées de la ville de Bruxelles. Et on voit très bien que l'enjeu lié à cette immigration n'est pas tellement un enjeu culturel, bien entendu, bien que, je vous l'ai déjà dit, la différence culturelle entre l'élite francophone et ces nouveaux arrivants est importante. C'est d'abord, évidemment, un enjeu social qui va amener d'ailleurs à des réactions, à des politiques. Il y a différentes politiques qui vont construire Bruxelles, qui vont fabriquer Bruxelles en réaction à cette densification de la ville. Et cette densification de la ville, elle est liée à ces nouveaux arrivants, qui viennent, en quelque sorte, constituer l'essentiel de la main-d'œuvre, notamment dans l'industrie. Alors, parmi ces transformations qui vont s'effectuer, évidemment, il va y avoir tout le mouvement hygiéniste et de restructuration de la ville, le voûtement de la Seine, les grands axes. Tout ça est indirectement lié finalement à cette immigration-là. Aussi, c'est quelque chose d'intéressant, la peur des concentrations ouvrières va amener une certaine réaction en matière de politique de transport. L'idée arrive très très tôt en Belgique, en tous les cas à la fin du 19e siècle, de au maximum laisser les ruraux chez eux et leur permettre de venir quotidiennement à Bruxelles. C'est un élément tout à fait essentiel. Dans les années 1880, on a une politique de transport bon marché pour le train, des abonnements extrêmement bon marché. L'objectif est très explicitement de cette politique, c'est de maintenir, en particulier les ruraux flamands, là où ils vivent. Qu'ils restent dans leur village, qu'ils restent dans leur petite ville avec le curé, etc. et tout l'encadrement. Et surtout qu'ils ne viennent pas, en quelque sorte, encore densifier une ville devenue trop dense, trop sale, trop dangereuse, avec trop d'ouvriers concentrés. Et donc c'est la raison pour laquelle, depuis la fin du 19e siècle, vous avez d'importantes navettes qui viennent par exemple de la vallée de la Dendre, jusqu'à Bruxelles, autour d'Alost, etc. Donc vous avez, depuis cette époque-là, un mouvement très important de navettes, notamment depuis cette zone-là, évitant dès lors que l'accroissement de la population soit encore plus important et surtout l'accroissement des pauvres. Et surtout, chercher à maintenir ces classes pauvres et paysannes d'origine, à les maintenir chez eux, c'est-à-dire dans leur milieu rural, de façon à ce que finalement la ville ne devienne pas incontrôlable. Alors qu'est-ce qu'on sait au cours de toute cette période, jusqu'en 1947? On sait que Bruxelles s'est francisée. L'élite a toujours été francophone, mais du fait même du statut de Bruxelles comme capitale de la Belgique, capitale économique, capitale politique bien entendu, et du fait que la Belgique a été construite comme un État centralisé, unitaire et francophone officiellement, mais Bruxelles nécessairement s'est progressivement francisée, y compris probablement des personnes d'origine flamande, puisque la francisation a tout de même à Bruxelles été relativement rapide. C'est la seule ville, d'ailleurs, flamande d'origine, puisqu'il s'agit bien d'une ville flamande qui était majoritairement flamande au moment de l'indépendance, c'est la seule ville qui a connu cette francisation. Alors qu'il existait une élite francophone à Gand, à Anvers et même dans des villes moins importantes de Flandre, la francisation ne s'est jamais réalisée. Il n'y a bien qu'à Bruxelles qui a eu cette francisation. Par contre,
vous avez un élément très intéressant lié à l'enseignement, c'est qu'on voit très très clairement où sont situés les Flamands à Bruxelles. Et pour une partie importante, les plus fortes concentrations de Flamands se situent vraiment à l'ouest de la ville, et en particulier au nord-ouest de la ville. On est autour de Gette, Koekelberg, et ce sont les communes où la proportion de Flamands est de loin la plus importante. Donc, loin de nourrir l'image que certains peuvent avoir des Flamands à Bruxelles, à savoir des urbains, gentrifieurs, très qualifiés, qui existent bel et bien, hein, qui ont choisi de s'installer à Bruxelles, mais ils représentent quand même une proportion très limitée de ce que sont les Flamands à Bruxelles. C'est quand même probablement autour de 100 000 personnes. Hein, et ces 100 000 personnes, ce ne sont pas ceux qui ont un commerce rue d'Ansart, etc. Ce sont aussi toute une série de personnes qui appartiennent aux classes moyennes et qui sont ancrées à Bruxelles depuis longtemps et surtout dans l'ouest de Bruxelles. Dernier élément, avant de parler des migrations vraiment les plus récentes entre Bruxelles et la Flandre ou la Wallonie, dernier élément, c'est que cette question, on ne peut évidemment pas y répondre complètement parce qu'il existe encore à Bruxelles des bilingues et des vrais bilingues, et notamment dans le nord-ouest de la ville. Ce sont des gens qui sont francophones et flamands et qui ne pourraient se définir ni comme l'un ni comme l'autre. C'était beaucoup plus présent probablement il y a plusieurs décennies à Bruxelles, mais cette réalité à Bruxelles existe encore et donc on ne peut pas nécessairement définir quelqu'un comme francophone ou flamand, si bien que c'est normal que les chiffres ne puissent pas être précis quant au pourcentage, au nombre de flamands. Dernier élément qu'on pourrait discuter, c'est qu'il y a aujourd'hui, et sur les dernières décennies, excusez-moi, des mouvements importants entre Bruxelles d'une part, la Flandre et la Wallonie d'autre part. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes quittent Bruxelles vers la Flandre et vers la Wallonie, et chaque année, un peu moins font le trajet inverse. Si on prend les chiffres les plus récents, on a tout de même 40 000 personnes qui ont quitté Bruxelles vers la Flandre ou la Wallonie vers 2018 ou 2019, et 25 000 personnes qui sont arrivées de Flandre et de Wallonie pour s'installer à Bruxelles au cours de la même année. Donc chaque année par rapport au reste du pays, Bruxelles perd tout de même 10 à 15 000 habitants et ça fait plusieurs décennies que ça dure. Alors, si on regarde où s'installent ces personnes qui arrivent de Flandre ou de la Wallonie, c'est extrêmement intéressant. Attention, on ne peut pas dire flamand ou wallon, parce qu'une partie des gens qui arrivent de Flandre sont aussi des francophones de Flandre, hein, puisque dans les communes alentours, il y a des pourcentages qui peuvent être relativement élevés de francophones dans les communes du territoire flamand. Et ça confirme ce qu'on sait, c'est-à-dire l'importance de l'ouest de Bruxelles comme lieu d'installation des Flamands. Donc même les nouveaux arrivants, ils arrivent véritablement dans l'ouest, alors que les Wallons, ils s'installent vraiment en tous les cas en proportion la plus importante, dans la partie est et sud-est.